Raphaël Enthoven, philosophe, est avec moi. Ça s'appelle Krasnaïa. C'est un livre absolument incroyable. Vous vous êtes beaucoup amusé, Raphaël. Infiniment. Je me suis marré, vous pouvez pas savoir. Et pourtant, ça a un côté tragique. Oui, bien sûr. Mais on peut s'amuser en racontant des choses tristes. J'appelle m'amuser ce moment de l'écriture où vous ne pouvez rien faire d'autre. Et en fait, ce moment où vous n'avez pas le choix d'écrire votre histoire, c'est le moment de liberté le plus incroyable qu'on puisse éprouver. C'est un grand paradoxe de l'écriture. Oui, vous êtes dit, au fond, je ne vais plus raconter directement la politique, parler des menaces sur la démocratie, l'état de droit, parler de Zemmour ou de Mélenchon, je vais parler des animaux. C'est-à-dire que c'est tout l'intérêt des animaux. Les animaux, vous pouvez montrer du cul, vous pouvez montrer des meurtres, vous pouvez montrer tout ça. Quand ce sont des animaux, on ne peut pas vous en faire le grief, on ne peut pas vous en faire le procès. Et donc, la liberté, stratégiquement, que vous avez de montrer des choses qu'en principe on ne montre pas, est extraordinaire. Et puis à ça s'ajoute le fait qu'il y a des précédents. C'est-à-dire que Orwell avait, dans La ferme des animaux, mis l'Union soviétique en boîte. La Fontaine a créé des hybrides. La métaphore animalière, l'analogie animalière fonctionne depuis toujours. On voit la George Orwell. Ça, c'est Alors lui, c'était donc l'Union soviétique. C'était l'Union soviétique. Voilà. Dans La ferme des animaux, ce qui est prodigieux dans La ferme des animaux, c'est que c'est un récit que vous pouvez lire à votre enfant de 9 ans, d'expérience, ça marche. Vous le lui lisez au premier degré comme une aventure d'animaux qui prennent le pouvoir dans une ferme, etc. Et puis, il y a une deuxième lecture qui vient un peu plus tard, deuxième degré, où on s'aperçoit que c'est une parodie de l'Union soviétique et d'un totalitarisme qui finalement reprend le pouvoir après avoir été révolutionnaire. Et ça, c'est le trajet d'Orwell. Mais le génie d'Orwell, c'est que tout ce qu'il raconte des dictatures, dans 1984 et dans La ferme des animaux, s'applique aussi à la démocratie, à l'hyperdémocratie où nous vivons. Alors, l'hyperdémocratie nous fait penser à ce que l'on vit peut-être aujourd'hui, une espèce aussi de despotisme sournois que vous dénoncez la cancel culture dont on parle chaque jour. Tout ça est dans le livre est vécu par des animaux. Oui, ce sont des pathologies de la démocratie. Ce sont des animaux qui décident de forger une société où les carnivores et les herbivores peuvent cohabiter. Et pour forger cette société, ils ont besoin d'instaurer des lois, au terme desquelles les carnivores, par exemple, renoncent à dévorer des herbivores en cas de faible natalité, et les herbivores eux-mêmes renoncent à porter plainte contre un carnivore parce qu'il aurait mangé des enfants laissés sans surveillance. Et autour d'un tel compromis, la société s'organise. Reste que le crime demeure, les injustices demeurent, et à partir de là, ils font preuve d'une liberté qui devient liberticide, qui se retourne contre elle-même en permanence. Et c'est une société qui involue de cette façon. On y trouve le racialisme antiraciste, à travers des animaux de couleur, par exemple. C'est-à-dire que, en fait, dans Krasnaïa, la population un cinquième est une population albinos. Et les albinos sont une chef charismatique, Douraka, qui est une hirondelle albinos, dont la particularité est de valoriser comme telle la blancheur, ceux qu'elle appelle les plus que blancs. Et valorisant comme telle la blancheur, tenant ça pour une vertu en soi, elle invente le mythe du martyr des albinos, du martyr systématique des albinos. Et c'est ainsi qu'elle fait avancer ses pions et c'est ainsi qu'elle gouverne sur l'opinion. Oui, il y a du mot en isme. C'est les mots en isme de tous les côtés inventés et qui nous rappellent d'autres mots. Voilà, par exemple, vous voyez, il y a du côté des carnivores, par exemple, vous avez deux courants de pensée. Vous avez le plus-fortisme, c'est-à-dire une défense de la loi du plus fort, qui est un démocratisme. Parce que défendre la loi du plus fort, c'est accepter que la loi du plus fort soit inversée. Le jour où la tortue l'emporte, c'est elle qui commande. Donc la loi du plus fort suppose que le plus fort ne soit pas toujours le plus fort. Et puis il y a l'animalisme, qui est une fixation du sentiment que certains animaux sont voués à commander et d'autres à obéir. Et donc on fait souvent aux plus fortistes le procès d'être des animalistes. Et les animalistes souvent disent non, je ne suis que plus fortiste. Et puis de l'autre côté, vous avez le colorisme. Le colorisme qui consiste à tenir la couleur blanche comme une valeur en soi, comme une vertu cardinale et comme un martyr spécifique. Et en fait, entre ces deux tendances, la communauté des animaux est disloquée. Oui. Et en même temps, ils ont besoin les uns des autres pour exister. C'est-à-dire qu'au fond, ça les arrange. Leur ennemi est en quelque sorte et leur dépendance. C'est le tango des antipodes. C'est le tango des antipodes. L'animalisme a besoin du colorisme. De la même manière aujourd'hui que l'indigénisme patriotique façon Éric Zemmour a grand besoin des indigènes de la République qui lui offrent la caricature dont il a besoin pour déployer un discours dramatisant et inversement. C'est un tango, c'est le tango des antipodes. Dans le livre, j'appelle ça la mâchoire de l'ours. C'est comme ça que ça fonctionne. Il fonctionne. Alors, ça n'est pas mettre ces discours sur le même plan que de dire qu'ils fonctionnent ensemble. C'est juste constater qu'ils prospèrent l'un grâce à l'autre. Oui. Et que devant, il y a une
d'autodestruction presque programmée de la démocratie, de cette hyper-démocratie. C'est-à-dire que le problème de la démocratie, c'est qu'elle vous donne le droit de considérer que l'égalité des droits est une équivalence des compétences. Nous avons, vous et moi, des droits égaux. Nous n'avons pas les mêmes compétences dans des sujets qui nous singularisent. Eh bien, la confusion de l'égalité des droits et de l'équivalence des compétences fait que toute personne qui venait avant, tout animal, qui venait avant sur l'agora pour penser contre lui-même, pour apprendre quelque chose, pour discuter, pour mettre à l'épreuve ce qu'il pensait, en remisant ses préjugés au vestiaire, arrive désormais sur l'agora, sur la place du cirque, avec l'ensemble de ses préjugés avec lui et le sentiment très fort, très puissant de son identité. Et donc la discussion devient impossible. Oui. Mais donc la démocratie menacée, l'état de droit dont parlait Emmanuel Macron devant le Parlement européen, le fondement, ça c'est menacé vraiment. Mais c'est-à-dire que la démocratie est menacée parce que en deçà de la loi, en amont de la loi, à l'abri de la loi, prospère ce que Tocqueville appelle des despotismes sournois. À l'abri de la loi. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui comparerait les antivax ou les gens qui seraient sanctionnés au terme du pass vaccinal aux juifs pendant la guerre, dirait quelque chose d'odieux. Les gens qui le font disent des choses odieuses. Il y en a qui le disent dans les manifs. Oui. Ils le disent dans les manifs. Mais le dire, par exemple, sur Twitter ne vous vaut pas les foudres de la loi. Vous n'êtes pas antisémite au moment où vous dites ça. Seulement, ce que vous faites à ce moment-là, c'est créer un négationnisme d'un genre nouveau. Ceci, la loi n'y peut rien. Vous devez lutter sur le terrain des opinions. Vous êtes obligé d'aller sur le terrain des opinions et de réfuter une à une ce genre d'analogie pestilentielle. La loi n'y suffit pas. La démocratie dépérit quand on se satisfait de la liberté que la loi garantit. C'est-à-dire quand on se satisfait de ne pas s'en servir, de ne pas en user. Techniquement, la loi autorise le blasphème. Le blasphème n'est pas un délit. Il n'y a pas de blasphème. Le code pénal ne reconnaît aucun blasphème. En pratique, le blasphème aujourd'hui vous vaut des milliers de menaces de mort. Comme Mila, dont c'est l'anniversaire du début du harcèlement. Ça fait 2 ans. Oui. Ça fait 2 ans que des centaines de milliers de gens la harcèlent et qu'elle est défendue du bout des lèvres par des gens qui n'y trouvent pas leur intérêt. Ça fait 2 ans que ça dure, que cette infamie permane. Ça fait 2 années. Mais ceci se passe. Alors, il y a les insultes, il y a les menaces objectives qui tombent sous le coup de la loi, et puis il y a tous les gens qui ne la défendent pas. Il y a tous les gens qui disent « elle l'a peut-être pas volée ». Il y a tous les gens qui disent « et si ça se trouve, et si ça se trouve ». Il y a tous les gens qui font les malins, qui font les fines bouches. Cela ne tombe pas sous le coup de la loi. Et pourtant, c'est eux qui sont vraiment dangereux. Oui. C'est la raison pour laquelle une démocratie est toujours mise en péril quand ceux qui bénéficient de la liberté qu'elle donne ne s'engagent pas pour elle. Oui, mais quand si on répond, par exemple, non, ça n'existe pas. Parce qu'il y en a, on peut parler de l'islamo-gauchisme, etc., vous dites que cette réalité-là n'existe pas. Oui, c'est-à-dire que c'est tout le problème. Nous vivons dans une époque où vous pouvez passer votre vie dans un monde parallèle. Nous avons les moyens digitaux aujourd'hui de nous convaincre que des choses évidentes n'existent pas. La sainte alliance aujourd'hui de l'islamisme et du relativisme, pour le dire très simplement, la sainte alliance du sentiment que toutes les idées se valent et de l'intolérance en personne, qu'est l'islamisme, cette sainte alliance porte un nom aujourd'hui. Taguieff l'a appelé islamo-gauchisme, moi je préfère islamisme-gauchisme. C'est un fait documenté, avéré et délétère. La négation de ce fait interdit toute possibilité de dialogue. On pourrait commencer par le reconnaître et partir d'un débat sur cette question, mais le débat est rendu impossible par le déni qui entoure cela. Oui. On ne veut pas le voir, tout simplement. Est-ce qu'au fond, parce qu'il y a une peste qui intervient chez ces animaux à un moment donné, il y a un remède miracle aussi. C'est-à-dire que, on a l'impression que voilà, il y a un animal qui pourrait ressembler à un médecin marseillais, un médecin imaginaire, un charlatan, un truqueur de résultats, un falsificateur. On voit en photo derrière là. En voilà un autre. En fait, dans le livre, les animaux sont atteints d'un mal qui touche principalement les animaux âgés, et un boa décide qu'il a trouvé le remède. Or, le remède, c'est un mélange de champignons et de baies. Il connaît les vertus apaisantes des baies et il se trouve que ce champignon a d'autres mérites. Et donc, il part du principe qu'en mélangeant les deux et en le distribuant à température tiède, ça va guérir tout le monde. Et il constate que les gens qui n'avaient aucun symptôme guérissent, les gens qui en avaient un peu en conservent un peu et ceux qui avaient beaucoup de symptômes meurent. Et il y voit la preuve que son remède fonctionne. Évidemment, ça ne marche pas. Le problème, c'est que le vrai remède, celui qu'on finit par trouver, est un remède qui repose sur des champignons qu'on trouve uniquement dans le quartier des éminents.
Et l'origine sociale des champignons en question fait que la plupart des animaux préfèrent prendre un remède qui est universellement accessible à un remède qui, lui, est suspect d'arranger les plus fortunés. Oui. Il reste plus qu'un être humain sur Terre, c'est une femme. Oui. Dans le livre, Oui. Et les animaux la reconnaissent. Elle a des vertus. Ganna était une fermière qui, Oui. à l'époque où les animaux n'étaient que des animaux, avant que les humains s'en aillent, vivait en marge de l'humanité et avait accueilli les animaux, et les animaux faisaient la paix. C'est le seul endroit, c'est le premier endroit où les herbivores et les carnivores ont discuté pacifiquement. Et donc, là-dessus, le premier animate, le premier président de la communauté des animaux, comprenant que les animaux, pour qui les humains sont un service public et une portion négligeable, seront heureux de faire une seule exception à ce lot commun, et c'est Ganna que les animaux adorent, et dont la particularité est que quand les animaux entrent dans son isba, ils redeviennent des bêtes. Ils se remettent à japper, ils se remettent à tirer la langue, ils se remettent à réclamer des caresses. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a même une guerre civile à un moment Il y a une donné guerre qui civile. remet tout en question. Oui. C'est presque effrayant. Mais on se dit au fond, oui, la démocratie peut mourir d'elle-même, non pas Oui. d'une attaque Non, bah là, c'est d'ennemis étrangers, c'est comme tout on le- l'a connu dans l'histoire. Quand on- C'est elle-même qui va provoquer sa propre disparition. C'est-à-dire que quand on veut y penser, quand on veut bien y penser, on s'aperçoit que le plus grand péril pour la démocratie, ça n'est pas un péril mortifère, l'ombre délétère d'un Troisième Reich ou d'une Union soviétique, parce que un tel danger soude les volontés. Le plus grand péril pour la démocratie, c'est l'absence d'adversité qui soude les volontés. C'est le fait que la liberté oscille d'elle à elle-même, et que soudain, elle n'offre plus qu'elle-même pour horizon. Et n'ayant plus d'autre horizon qu'elle-même, la démocratie fabrique le désir de croire qu'on vit en dictature, fabrique le désir de penser que nous vivons encore dans un État raciste, un pays où le racisme est un délit, puni par la loi, où l'expression du racisme est un délit, est un pays que certains fous continuent de tenir pour systémiquement raciste. Le désir que l'on a de penser qu'on vit encore en dictature est un désir lui-même propice à la dictature. C'est de cela que les démocraties, c'est cela qui menace les démocraties. Donc vous dites que ceux qui aujourd'hui disent ou dénoncent une supposée dictature Oui. sont ceux qui finalement tuent la démocratie. Ce sont ceux qui malmènent les journalistes, ce sont ceux qui les accusent de mentir, ce sont ceux qui s'opposent aux vaccins, ce sont ceux qui critiquent les profs, ce sont ceux qui les invitent à l'autocensure également. Les démocraties, si vous voulez, une dictature s'impose par la force, par la contrainte, par la coercition. La démocratie involue par la terreur. Par exemple, Samuel Paty se fait couper la tête parce qu'il enseigne, parce qu'il fait son métier d'enseignant. Il se fait couper la tête, plus d'un an après, 1 an et quelques mois après, il n'y a que 2 établissements scolaires en France qui portent le nom de cet homme. Les démocraties meurent de la peur que la terreur peut leur inspirer. Les démocraties meurent de ne pas surmonter leur peur. Et tout simplement, derrière le sentiment que, sous l'alibi de ne pas faire de vagues, de ne pas jeter d'huile sur le feu, les démocraties meurent de croire que le problème, c'est l'huile qu'on jette sur le feu et pas le feu lui-même. Les démocraties sont menacées, absolument, par elles-mêmes. Ce sont des processus endogènes. Et c'est faire œuvre démocratique, me semble-t-il, que de critiquer la démocratie pour cette raison-là. Oui. Vous voulez dire au fond que les ennemis, les vrais ennemis de la démocratie n'ont qu'à attendre qu'elle s'écroule. Que les vrais ennemis de la démocratie sont les gens qui choisissent de s'auto-censurer. Les vrais ennemis de la démocratie, ce ne sont pas les intégristes, ce ne sont pas les islamistes. Ceux-là, comment dire, la France ne va pas devenir un califat demain matin. Les vrais ennemis de la démocratie, ce sont les indécis. Ce sont les pleutres, ce sont les gens qui ne sont pas prêts à mourir pour la liberté qu'ils tiennent pour acquise. Les vrais ennemis de la démocratie, ce sont les gens qui jouent avec les libertés au nom du respect, au nom d'une certaine idée qu'ils se font du respect. Les vrais ennemis de la démocratie, ce sont les gens qui ne comprennent pas qu'il n'y a que les empires qui soient multiculturels, alors que les démocraties sont en général culturellement plutôt homogènes. Les vrais ennemis de la démocratie sont là, et ils sont à l'intérieur de la démocratie, et ils se vivent eux-mêmes comme de grands démocrates. Oui, les animaux apprennent qu'il y a des crimes légaux. Puisque chez eux, évidemment, les carnivores, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont le droit. Alors, comme les carnivores ont le droit de tuer... Jusqu'à un certain point, et justement, c'est ça qui est formidable. Le crime n'est plus celui-là. C'est-à-dire que la loi encadrant la dévoration des herbivores par les carnivores, l'autorisant en certaines périodes, l'interdisant en d'autres, fait en sorte que soudain, la dévoration d'un herbivore par un carnivore passe sous l'excuse de dévoration. De sorte que le crime disparaît, ou plus exactement, le crime est toujours là.
Mais la culpabilité disparaît. Or, la révolution chez les animaux s'opère au moment où ils sont face à un crime, un incendie, dont ils ne peuvent pas nier le fait qu'il soit criminel. Parce que c'est un incendie, il n'y a pas eu d'orage avant, il n'y a pas eu d'éclair, donc il n'y a pas eu, comme c'est l'ordinaire, de feu déclenché par le ciel. Comme ça n'est pas venu du ciel, c'est donc un animal l'a causé. Ils sont obligés d'admettre ça. Que vont-ils faire de l'obligation qui est la leur de reconnaître la présence d'un criminel en leur sein? Des criminels sont innombrables en leur sein, mais jusqu'ici, le déni couvrait leur turpitude. Désormais, ils sont obligés d'y faire face. Oui. Ce que vous voulez dire, au fond, Raphaël Enthoven, c'est que c'est de la responsabilité des démocraties aujourd'hui Oui. de voir et de dénoncer et d'agir. La responsabilité des démocraties aujourd'hui, c'est d'être lucide sur ce qu'il y a de pathologique à l'intérieur même d'une démocratie. Confondre l'égalité des droits et l'équivalence des compétences, confondre la tolérance et le respect, confondre le blasphème et le racisme. Tout ça tue la liberté à petit feu, ou parfois même très rapidement. Nos libertés sont en train de mourir avec le sentiment de guérir. C'est tout le paradoxe des démocraties. Et pour sauver cela, il faut décrire constamment ces processus mortifères, ces processus délétères, au terme desquels une société apparemment attachée au principe de liberté culmine dans une omnicensure. Merci Raphaël Enthoven. Merci à vous. C'est exceptionnel, c'est Krasnaya. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. C'est Orwell qui Coluche ou du Orwell sur le livre. On y rit aussi, parce qu'on ne dira pas ce qui va se passer pour ces pauvres animaux, mais la façon dont ils vont dépérir. Mais c'est, voilà. Il faut s'amuser, Un peu jubilatoire. Si on ne s'amuse pas, si on ne s'éclate pas en lisant ça, c'est pas drôle, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut. Merci. Raphaël Enthoven était mon invité. Merci C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci.